Et sans plus tarder, je voudrais présenter en quelques mots Philippe Besset, qui a traduit le texte de Ludwig Binswanger, le cas Jürgensund. C'est pas sa première traduction, puisque Philippe Besset a déjà traduit plusieurs ouvrages de Binswanger, notamment le cas Hélène Best, qui est paru chez Gallimard en 2016. Et puis, autre cas célèbre chez les Binswangeriens, le cas Lola Voss, qui est paru en 2012. Je signale, alors c'est parallèlement, Philippe Besset est très engagé dans le combat pour l'égalité parentale, donc je le signale aussi, et il vient de publier un ouvrage intitulé L'hypothèse du père. Mais aujourd'hui, on le reçoit donc pour cette traduction du cas Jürgensen, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, mais il m'a semblé qu'il fallait absolument saluer cette publication, cette traduction, qui est importante pour nous, notre association, et je suis heureux de lui laisser la parole. Merci Philippe. Et merci à vous de m'accueillir dans cette prestigieuse institution. Je dois dire que mon intérêt pour les hallucinations date de l'époque où j'ai vu au milieu du bassin des Ernestes, de l'autre côté de la rue, une deux chevaux qui avait été démontée pendant la nuit et remontée au-dessus du bassin. Et là, en sortant de Mathurne après une nuit un peu agitée, j'avoue que j'ai été un peu stupéfié. Et voilà, ça a commencé à me préoccuper. Alors, donc, je vais vous parler dans le sillage de Binswanger de ce cas Jürgensund. Je vais commencer parce que j'ai peur d'avoir vu un petit peu grand. Donc, ce livre vient de sortir dans une édition allemande. Il n'y a pas d'éditeur français qui ait eu le courage de publier ce livre, mais le cas, comme l'a rappelé Philippe, le cas Hélène West et le cas Le Lavos ont été publiés effectivement par Gallimard et l'autre par Puch. Voilà. Je ne vais pas essayer de montrer que Jürgensund est un espèce de super messager de la théorie heideggerienne de la personne, de la personnalité. Je vais surtout vous montrer qu'il est. Je ne vais pas m'arrêter, si vous voulez, à la considération du pathologique chez Jürgensund. Je vais essayer de montrer, à mes risques et périls, c'est peut-être un défi de philosophe, que finalement, dans la folie de Jürgensund, dans sa schizophrénie, il y a un message. Tentative évidemment difficile, parce qu'il n'y a aucune logique par définition dans la folie, et là il s'agit d'en trouver une, mais si je veux que mon discours garde une apparence de logique, je suis obligé de procéder de cette façon. Alors quel serait le message de Jürgensund? Je vous le dis tout de suite. Le message de Jürgensund, c'est que la dernière fiction qui nous sépare d'un matérialisme consistant, car Jürgensund est, il n'y a aucun doute là-dessus, de conviction, on va dire, matérialiste, naturaliste, matérialiste. Donc, que l'espace est la dernière fiction qui nous retient de plonger, si j'ose dire, dans cette conception matérialiste du monde. Je vais procéder selon une méthode un petit peu phénoménologique, puisqu'il n'y a pas vraiment possibilité d'adopter une méthode strictement dialectique ou logique, donc ça va être un petit peu descriptif. Je vais essayer d'abord de clarifier le rapport entre espace et corps propre, qui est un problème qui préoccupe effectivement Jürgensund et Binswanger, et en fait comment, en niant ce rapport, Jürgensund en vient à se défaire du corps propre. Il supprime d'abord le corps propre, et nous allons voir comment, en supprimant d'abord la notion de corps et ensuite la notion d'ego, la notion de moi, qui est directement liée au corps propre, puisque le corps propre, c'est le corps qui est mien. Ensuite, je montrerai qu'il subsiste quand même une chair, après cette négation du corps propre, une chair, une sensibilité, et que Jürgensund va s'efforcer de nier encore. En fait, c'est un travail
de négation systématique, on pourrait dire la psychose, la schizophrénie de Jürgen. Un travail de négation ou, si vous préférez, un travail de réduction. Il n'arrête pas de réduire, il n'arrête pas vraiment de supprimer, parce que nous verrons que la réduction, justement, n'est pas une suppression ou une élimination. Il y a toujours quelque chose qui subsiste, mais disons qu'on diminue, on ratatine en gardant les proportions. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça, le travail, la schizophrénie de Jürgen. C'est un travail de ratatinement, dit Binswanger à plusieurs reprises. En fait, c'est un homme qui va, depuis sa jeunesse, où il était très brillant, hein, je vais vous en parler un petit peu, c'était un homme très brillant, n'arrête pas de ratatiner. Donc, il perd, évidemment, il va perdre son emploi, il va perdre, enfin, il va progressivement se psychiatriser, on va dire, et il va finir donc à Bellevue, entre les mains de Binswanger, qui va le garder alors pratiquement jusqu'à sa mort. Donc, il y a même un texte de Binswanger où Binswanger peste contre ce patient qui n'en finit pas, parce qu'il donne quand même l'impression de guérir, etc. Puis il fait des rechutes, etc. Donc, ça n'en finit pas. Voilà. Et je terminerai en montrant que, paradoxalement, cette démonstration, entre guillemets, de Jürgen aboutit à fantomaliser la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, au fond du crevet, il ne reste que de la matière, mais que cette matière est une matière fantôme, une matière finalement inconsistante, qui n'occupe plus aucun espace, puisque l'espace a disparu en même temps que la chair, qui est la matrice de l'espace dans bonne doctrine phénoménologique. Voilà. Donc, on va travailler constamment à la limite. Alors, je voudrais d'abord poser le problème de l'espace, le mystère, essayer de formuler le mystère de l'espace, puisque Jürgen a décidé de se confronter au problème de l'espace. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Eh bien, c'est tout simplement le fait que l'espace n'existe pas. Il n'existe pas au sens où il n'y a pas d'inscription de l'espace, ni dans le temps, ni évidemment dans l'espace, parce que ça supposerait qu'on présuppose une espèce de méta-espace dans lequel l'espace fonctionnerait. Voilà. Alors, l'espace, c'est quelque chose de très mystérieux. Si je prends l'exemple de mon point, par exemple, bon, voilà, mon point occupe un certain espace. Si j'enlève mon point, l'espace devient vide, mais il est toujours là. Donc, on ne peut pas vraiment dire que l'espace soit lié directement à l'occupation des choses, à l'occupation de cet espace par les choses. Et d'autre part, le point est lui-même constitué par un certain espace. Donc, il y a une espèce d'espace dans l'espace. Il y a une mise en abîme de l'espace. Et ceci a conduit bien des philosophes, en particulier Kant, à cette fameuse doctrine de l'idéalité de l'espace. L'espace, en réalité, encore une fois, n'existe pas. C'est une forme a priori, c'est-à-dire une forme qui réside dans le sujet, dans la conscience du sujet. C'est nous qui apportons l'espace aux choses. Ce ne sont pas les choses qui sont dans l'espace. C'est-à-dire que nous portons en nous a priori, c'est-à-dire dès le départ, hein, de manière innée, on va dire, ce n'est pas tout à fait exact, mais nous portons en nous a priori de l'espace, et c'est nous qui apportons cet espace au monde, à notre perception sensible, et qui structurons par là même cette perception. Alors, je dois dire un petit mot de quelqu'un aussi qui est Descartes, parce que Descartes hante Kant, qui hante Husserl, qui hante Heidegger, qui hante Binswanger, qui hante peut-être Jürgen. Donc, il y a toute une espèce de filiation, il y a un phénomène de hantise généralisé, on va dire. Vous voyez, depuis le XVIIe siècle, il y a ce problème de l'espace qui se pose, qui est donc la question de savoir finalement où est l'espace, si on peut dire. C'est-à-dire, est-ce que l'espace est du côté de la matière ou est-ce qu'il est du côté de l'esprit, pour simplifier, de la conscience, ou au contraire de la matière. On ne sait pas trop, en fait, où est l'espace, une fois qu'on a encore une fois retiré les objets qui peuplent cet espace. Qu'est-ce qui reste? Voilà. Alors, Descartes
résout le problème très simplement en disant que la matière, l'espace, c'est la matière. Alors, ce n'est pas compliqué. Il a une position extrêmement simple. Il n'y a pas de différence. Il y a une quasi-identité entre la matière et l'étendue. Alors, pourquoi y a-t-il aucune différence entre la matière et l'étendue? Peut-être que vous savez que pour Kant, le cogito, le fameux cogito, le cœur de la conscience, qui est aussi le cœur de toute réalité, suppose au départ un gommage, une suppression avec le doute, le fameux doute cartésien de tout, enfin des corps sensibles, des vérités mathématiques, des imaginations. Tout est nié, tout est supprimé et il reste donc uniquement la conscience de soi, le cogito, mais elle n'a plus rien de corporel, elle n'a plus rien de physique, elle n'a plus rien de spatial. Alors que par contre, tout ce qui n'est pas la conscience, c'est-à-dire la matière, les corps, sont, eux, caractérisés comme étant res extensa, une chose dotée de l'étendue. Voilà, donc la matière, c'est l'étendue, et ça, c'est bien embêtant parce que ce n'est pas du tout la position de Kant, hein, vous l'avez compris, et donc il va y avoir dès le départ un espèce de conflit entre les deux conceptions. Bon, pour être parfaitement exact, il faut rappeler que Descartes ne dit pas uniquement que l'espace est quelque chose d'objectif et de matériel, puisqu'il imagine des triangles parfaits, il imagine, quand nous faisons par exemple des raisonnements de mathématiques, nous utilisons des triangles parfaits, des cercles parfaits qui n'existent pas. Donc en réalité, nous nous projetons dans un espace fictif qui n'a rien de matériel. Donc Descartes n'est pas tout à fait sûr de son fait. Mais disons que d'une manière générale, on va dire que l'espace est quelque chose qui est partout. Je sais qu'il y a déjà une contradiction dans le fait de dire que l'espace est partout, mais nous allons voir que le problème du langage n'est pas... C'est pour ça d'ailleurs que Yurtsun va finir par abandonner toute verbalisation dans sa maladie pour formuler le problème de l'espace, parce qu'il n'y arrive pas, parce que le langage, et Heidegger le dira bien plus tard, notre langage est pétri de formulation spatiale et on n'en sort pas, c'est le cas de le dire. On est complètement prisonnier et captif de cette spatialisation du langage qui nous interdit en fait l'accès à l'espace. On n'arrive pas à parler de l'espace parce que voilà, dès qu'on veut en parler, dès qu'on veut éclaircir le mystère de l'espace, on est repris par cette langue spatialisante dans laquelle nous sommes tous complètement enclos de manière hermétique. Voilà. Donc l'espace est universel et il est spirituel, puisque quand même la théorie de Kant est préférable à celle de Descartes, qui est un petit peu contradictoire. Ça a beaucoup à voir avec Dieu, Dieu qui est aussi universel et spirituel. Il y a quelque part, certainement, en tout cas c'est une des idées de Yurtsun, il y aurait un lien entre la notion d'espace et la notion de Dieu. Pour ne pas dire que l'un s'identifie avec l'autre, parce que finalement, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont partout et en même temps, on ne peut jamais les voir. Ils règnent par l'absence, on pourrait presque dire, par l'inexistence. Voilà, et c'est quand même quelque chose de très spirituel. Alors, il y a une seule chose qui peut rivaliser avec l'espace, c'est la conscience, qui est également spirituelle, évidemment, et universelle, puisque, en tout cas en bonne doctrine husserlienne, la conscience génère, c'est elle qui génère en fait n'importe quelle espèce d'objet par le biais des fameuses modalités doxiques, c'est-à-dire la manière dont je me rapporte à ces objets, mais de toute façon, c'est quand même la conscience qui produit ces objets. Voilà, alors, tout le... Je pourrais vous... Excusez-moi, j'avais prévu, j'essaye en même temps de simplifier, oui, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà, donc il vaut mieux... Voilà, on va y arriver. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible, le plus près possible de l'impossible. Voilà. Donc, oui, il y a quand même un monsieur qui s'était beaucoup penché sur les rapports entre l'espace et Dieu, je vous le signale, parce que, bon, je ne pense pas que
Yurtsunt ait lu la correspondance entre Newton et Clarke, mais il y a quand même deux beaux esprits qui se sont affrontés sur cette question, et notamment Clarke, qui était l'interlocuteur de Newton, affirme que l'espace, c'est le sensorium Dei. C'est en fait l'espace, c'est le corps, on va dire, de Dieu. C'est par l'espace que Dieu perçoit les choses et le monde. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de résonance de cette théorie dans la position de Yurtsunt. Voilà. Alors, encore une fois, mon propos n'est pas de faire de Yurtsunt un héros un héros H-E-R-A-U-T, mais aussi, pourquoi pas, un héros ROS de la doctrine heideggerienne. Mais on va voir après que, quand même, il y a beaucoup d'affinités entre la doctrine de Heidegger et Yurtsunt. J'avais noté que Yurtsunt vérifie l'analyse phénoménologique. Parfois, il l'élargit. Souvent, il l'enfreint par la maladie, essentiellement par la maladie, mais aussi la contredit et la dépasse, car, à mon avis, il y a des intuitions chez Yurtsunt qui sont extrêmement profondes. Encore un mot très connoté, très spatialement connoté. Voilà. Alors, la première étape, j'allais dire, à la fois de la maladie et encore une fois de la démonstration de Yurtsunt, puisque les deux vont un petit peu de pair, c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées, c'est l'érosion de l'ego. Il y a donc dans un premier temps, chez Yurtsunt, une volonté de supprimer le moi, de supprimer la conscience de soi, de supprimer l'ego. Alors, avant cela, parce que je ne veux pas quand même avancer dans des terres que moi je connais un petit peu quand même, mais qui ne sont pas forcément connus par ailleurs, vous avez à faire un petit tableau clinique, le tableau clinique qui figure d'ailleurs en fait au début du livre. D'abord l'anamnèse. Qui est Yurtsunt? C'est un universitaire. Un garçon, oui, on peut dire un garçon très brillant, qui est docteur, il a passé sa thèse, il a soutenu sa thèse de doctorat, donc voilà, il a les moyens d'enseigner, même dans le supérieur, voilà. Mais je cite en fait, le plus simple, c'est de citer les propos de Binswanger lui-même. Alors là, c'est pas dans le cas Yurtsunt, c'est dans les 3 formes manquées de la présence humaine, qui ont été par ce docteur Charbonneau, voilà, et publié. Donc c'est je cite, l'universitaire Yurtsunt était un enfant très vif, aussi sensible que violent, beaucoup de bagarres avec ses copains, il giflait ses profs, il était infernal. Souffrant d'états d'angoisse et de sensations physiques anormales. Dès sa tendre enfance, il évolua dans 3 mondes fortement antagonistes et il fut incapable durant sa vie de surmonter ces antagonismes. Alors, les 3 mondes, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il habitait dans une maison dans un immeuble qui appartenait à sa famille. Il y avait donc sa famille, enfin la famille, le cercle parental, on va dire, la mère et le père. La mère était extrêmement dominatrice, le père était extrêmement effacé et fantomatique et participait du contrôle maternel, c'est-à-dire que souvent il allait à la sortie de l'école pour vérifier que Yurtsunt était bien allé en cours parce qu'il y avait des erreurs, etc., des écoles buissonnières, etc. Voilà. Alors ça, c'est un étage c'est un monde dans lequel il évolue, mais où il se sent très, très malheureux. Donc, je parlais d'une mère dominatrice. Il faut savoir que sa mère l'habillait en fille. Donc, ce qui n'a pu évidemment. Alors, c'était pas tout à fait. Comment dire, inhabituel en Suisse à cette époque-là, en tout cas. Il y avait ce qu'on appelait les recklis. C'était des espèces de robes. En fait, les garçons, jusqu'à un certain âge, évidemment, portaient une jupe ou une robe. Sauf que dans le cas de Yurtsunt, il nous est rapporté que c'était vraiment une robe, c'était une vraie robe, et donc il était quand même un petit peu complexé, et ses camarades se moquaient de lui, et évidemment, il avait tendance à se bagarrer. Le deuxième monde, c'est le monde de l'étage inférieur
ce sont les grands-parents maternels. Alors là, ce sont des très grands bourgeois auquel appartient d'ailleurs l'immeuble. Et en fait, là, il se sent à l'aise. Difficile d'expliquer pourquoi, mais son grand-père en particulier, quand il se bagarre avec ses copains, le félicite et lui dit bah, c'est ça la vie, tu es un bagarreur, tu vas faire ton chemin, t'inquiète pas, c'est normal. Alors qu'au contraire, les parents le rembarrent dans cette agressivité, voilà, une espèce de contre-agressivité, voilà. Voilà pour donc l'anamnèse. Ah oui, excusez-moi, le troisième monde, c'est le peuple. En fait, pour échapper un petit peu à la tension entre ces deux mondes, il se réfugie quelquefois, quand il est un petit peu plus âgé, dans des bars. Enfin, il aime bien le contact avec avec le peuple, avec les gens du peuple, et il se sent bien. Il disparaît dans la masse, comme il dit, je disparais dans la masse et je me sens bien. Voilà. Je me suis posé une question que alors j'ai pas consulté, malheureusement, j'ai pas pu consulter les archives, parce que toutes les archives de Binswanger sont à Tübingen, en fait, au Stift de Tübingen, donc je ne m'y suis pas rendu, mais j'aurais bien aimé savoir. À une certaine époque, j'étais en relation avec Markus Binswanger, qui était le petit-fils de Ludwig Binswanger. C'est lui qui m'avait donné quelques indications sur le cas Hirzund, mais je n'ai jamais pu savoir s'il avait lu, parce qu'il en avait les moyens intellectuels, s'il avait lu Husserl, s'il avait lu Heidegger. Je pense en tout cas qu'il a eu des conversations assez nourries avec Binswanger sur toutes les questions de phénoménologie et de phénoménologie psychiatrique en particulier. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il est malade, mais qu'il utilise, ça doit être assez fréquent, malheureusement je ne suis pas praticien, mais je pense qu'il doit y avoir assez souvent ce genre de configuration, mais on a vraiment quelquefois l'impression qu'il utilise la maladie de manière très intelligente pour dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la pathologie. Alors le tableau clinique, proprement dit, je vous donne le registre symptomal à peu près dans l'ordre où il figure dans le tableau clinique, c'est-à-dire au début du livre. Alors, il y a d'abord, je vous le donne dans l'ordre qu'a choisi Binswanger, le registre sexuel, bien que il faut savoir que Binswanger attache très peu d'importance, enfin très peu d'importance à la sexualité. Enfin, la sexualité n'est qu'un mode parmi d'autres du rapport au monde, de l'être au monde, mais ce n'est qu'un mode parmi d'autres. Ce sera d'ailleurs un des points principaux de son opposition avec Freud, avec qui il entretient constamment, puisque Freud lui refile tous ses patients psychotiques. Mais donc ils restent bons amis, etc. Mais on pourrait en parler très longtemps. Il y a un point sur lequel ils ne seront jamais d'accord, on va dire, c'est celui de la pulsion, le caractère biologique de la pulsion, et en particulier la sexualité. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de Hirzund à ce niveau? Il a eu une pratique un petit peu compulsive de l'onanisme, la masturbation, mais qu'il a fini par diaboliser. Il y a eu une espèce de diabolisation de cette pratique après la lecture d'une brochure un petit peu bizarre, selon Binswanger, où en gros on expliquait que cette pratique rend sourd, on va dire pour parler simplement, donc il ne faut surtout pas continuer. Alors c'est intéressant cette idée que la masturbation rend sourd, parce qu'il y a quand même l'idée de la concurrence entre deux registres sensoriels, on va dire, un registre sensoriel génital et le registre de l'ouïe. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça après, c'est parce qu'il va se servir de la concurrence entre les sens, entre les registres sensoriels, pour neutraliser toute espèce de sensibilité, et par là même toute construction de l'espace. Et voilà. Ensuite, il y a évidemment le problème de l'érection. Il est persuadé qu'on voit, enfin, en tout cas, quand il a une érection, excusez-moi de rentrer dans ces détails, mais bon, c'est l'ordre. Quand il a une érection, en dehors évidemment de sa sphère privée, il est persuadé que tout le monde le sait. Il est persuadé que ça se voit.
il n'a pas forcément tort. Ça a commencé par lui arriver dans un train. Il a une érection. Enfin, il était assis en face d'une dame assez âgée. C'est un peu compliqué, d'un milieu social manifestement assez élevé. Ça a déclenché une érection et il est persuadé qu'elle l'a vue. Et depuis lors, il est persuadé que chaque fois qu'il a une érection, donc du coup, il utilise un gros manteau très ample dont il se couvre et qui lui permet de masquer les turgescences de la chair en toutes circonstances. Il le porte même en été. Donc, ça a un côté un petit peu bizarre quand même de le voir circuler avec ce gros manteau, même partant de canicule. Alors, il y a, bon, je ne vais pas quand même faire une sélection dans les symptômes parce que c'est embêtant. Bon, je vais aller peut-être plus vite dans la description. Il a la crainte d'un affaissement des bourses. Il est persuadé que ces bourses vont finir par se détacher ça implique le port d'un suspensorium. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un suspensorium. Moi, je l'ai découvert en traduisant ce texte. C'est une espèce de coquille que les joueurs de sport, un peu de rugby, par exemple, se mettent pour se protéger les parties. Et en fait, effectivement, ça déforme légèrement. Donc, voilà, donc c'est assez bizarre en fait, parce qu'il d'un côté il craint les érections, mais d'un autre côté il cultive une certaine. Voilà. Sinon, bah oui, tout ça est important quand même, parce que j'en reparle ensuite. Il a une aventure avec une patiente à Bellevue. Dès que cette aventure est découverte, parce que ça dure quand même quelques temps, il va faire tout ce qu'il peut pour que la patiente en question soit placée en quartier fermé. C'est-à-dire qu'elle soit carrément… alors le quartier fermé, je pense que c'est le quartier un petit peu isolé, un peu capitonné à Bellevue. Voilà, et donc où on a failli enfermer Hélène West. Voilà. Et finalement, Binswanger a renoncé, mais voilà, mais évidemment, Binswanger ne l'entend pas de cette oreille. Et enfin, il a une pratique assez régulière avec des prostituées. Mais cette pratique avec les prostituées va progressivement muer en dégoût, en dégoût nauséeux, parce qu'elles sont de vile extraction et d'origine rurale. Voilà les mots qu'il emploie. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi dans l'espace, on va voir ça après, dans la constitution de l'espace, il y a aussi l'espace social qui entre en ligne de compte. Voilà. Dans le registre social, donc, qui est souvent intriqué avec le sexuel, là je le lis carrément parce qu'il y a un attrait croissant, mais vain, pour les femmes âgées et d'un niveau social élevé. D'un autre côté, la sexualité, et en particulier la sexualité dans le milieu prostitutionnel, lui procure la hantise d'être déclassé et de ne pas donner satisfaction à ses parents, ce qui fait qu'il va progressivement stopper complètement toute activité sexuelle. Voilà, en particulier l'érection a quelque chose de très prolétaire, selon lui, et c'est quelque chose de méprisable et de prolétaire. Voilà. Également dans le registre social, il a une espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, une jalousie, on peut dire, par rapport aux personnes à qui la vie sourit, on va dire. Il ne supporte pas que la vie puisse sourire à d'autres personnes. En particulier, il y a deux personnes qui l'énervent profondément. Le concierge de Bellevue, qui a toujours l'air content de son sort, et le médecin qui s'occupe de lui, qui n'est qu'un morphinomane, puisque de toute façon, il continue d'avoir une espèce d'appétit de vivre, alors qu'il sait très bien que le monde va vers sa fin et que tout va mal. Donc, c'est pas normal que le médecin garde comme ça confiance dans la vie. Il y a quelque chose et donc c'est louche, et ça ne peut être que la morphine. Voilà. Autre chose, il est sujet à des céphalées et il est pharmacodépendant d'un médicament qui s'appelle l'Optalidon. J'ai regardé, enfin, il n'est plus utilisé, semble-t-il, en France, mais il est encore dans d'autres pays, notamment la Suisse. Alors, une dernière chose sur le tableau clinique, il va subir 2 séries de tests. Tout à l'heure, voilà. Alors, c'est ce qui rend effectivement la lecture du livre un peu technique. Il va y avoir d'abord le test de Rorschach,
Le test de Rorschach, qui va être, les résultats du test vont être interprétés par deux médecins, Binswanger et Kuhn. Kuhn, que vous devez connaître, qui était donc un petit peu l'alter ego, la lame damnée de Binswanger, et qui a notamment découvert le Largactil, enfin les premiers antidépresseurs, etc. Il a fait beaucoup de travaux, mais maintenant il a des tas de problèmes parce qu'on l'a accusé d'avoir fait des expériences sur des patients sans leur consentement. Voilà, donc c'est le grand drame en Suisse, dans la famille Kuhn. Voilà. Qui conclut, disons grosso modo, à une sensibilité extrême et à une vulnérabilité extrême, et aussi à une certaine forme de négativisme. Et une autre série de tests, c'est le TAMA. Le TAMA, c'est donc le test d'association de mots automatisés, qui est une méthode mise au point par Jung, qui sera donc, en fait, Binswanger sera l'assistant de Jung au Burgolsli. Et le TAMA, donc le TAMA, il y a un mot inducteur, Reizwort, et puis on réagit. En fait, évidemment, vous devez à votre tour prononcer un mot quand vous entendez un mot, mais ce qui compte à la limite, c'est plus le délai de réaction que le mot lui-même. Enfin, les deux sont pris en compte, mais voilà. Et ce qui relève de tout ça, ce qui résulte de tout ça, c'est toujours une hypersensibilité, une forte présence des sens, souvent meurtrie par des sensations désagréables, et l'indissociabilité de la chair et de l'âme. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est comment va s'opérer cette érosion de l'ego. Il va d'abord y avoir un biphage du corps. Il va d'abord y avoir un biphage du corps le plus physique qui soit, hein, le corps organique, on va dire. Puisque en arrivant à Bellevue, Yurtsun pèse 46 kilos. Donc, il est complètement anorexique, il ne mange plus. Et en fait, il sera extrêmement difficile de le faire revenir à un appétit normal. Il ne veut pas voilà, il veut pas avoir de corps, en fait, tout simplement. Je saute un certain nombre de médiations, mais quand même, je rappelle que l'incorporation de la chair, on va y revenir parce que je vais faire maintenant un distinguo important pour comprendre l'évolution de la maladie. L'incorporation de la chair est une difficulté majeure de Jurgsund, c'est certain, mais aussi de la doctrine husserlienne, puisque jamais Husserl ne parviendra, un petit peu avec le problème du solipsisme de la chair, jamais Jurgsund ne va parvenir à établir un lien fort entre la chair et le corps. La chair est vraiment du côté de la conscience, le corps est quand même du côté de la matière, de la matérialité et de l'espace. Et en fait, le problème est de connecter les deux. Et en fait, jamais, à aucun moment, il ne parviendra à faire ça. C'est un petit peu lié au problème ce qu'on appelle le problème du solipsisme du cogito chez Descartes. Descartes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Descartes élimine tout et il ne reste plus que la conscience de soi. Mais le problème, c'est que cette conscience de soi, on ne peut plus en sortir. C'est-à-dire que pour retrouver le corps, pour retrouver le monde extérieur, il y aura beaucoup de débats qui vont avoir lieu là-dessus, mais il y aura une espèce de solipsisme du cogito qui va entraver la réconciliation, on va dire, de la conscience avec le corps. Alors, à côté quand même de ce corps organique qui est nié, encore une fois, qui va être de plus en plus nié, et c'est pourquoi je parle de fantomalité, mais on va voir ça un petit peu après. Il y a le corps, à côté donc de ce corps, il y a le corps propre. Alors, le corps propre est très important. Il est directement hérité de Husserl, de la 5e méditation de Husserl et aussi des Idéon 2. En fait, ce corps propre,
on va dire, c'est le corps vécu, le corps ressenti, le corps tel que je l'habite, tel que je le ressens, tel que je le vis. Donc, rien à voir avec le corps anatomisé de la fabrique de Vézal qu'on voyait dans le temps dans les cabinets médicaux, cette espèce de corps avec des écorchés. Enfin, c'était quelque chose de très bizarre, en fait. Voilà. Donc, le contre quoi a voulu réagir un petit peu la phénoménologie médicale avec l'idée de ce corps propre, de ce corps vécu. Et puis, ce corps est vécu quand même comme mien. Il y a la fameuse Yemeinigkeit, hein, le fait de m'approprier ce corps. Donc, sensibilité et mienté. D'autre part, donc, il y a la chair. Alors, la chair, c'est pas facile à définir, mais ce n'est pas la même chose que le corps propre. Je suis obligé de faire des distinctions un petit peu fines parce que, en fait, on a tendance souvent à confondre les deux. Moi, j'ai tendance à dire que la chair, c'est le cogito du corps. C'est-à-dire que, non pas parce qu'il y a une réflexivité de la chair, pas sûr qu'il y en ait une d'ailleurs, la chair est pas vraiment, il n'y a pas moyen pour la chair d'entrer en relation avec elle-même, on peut presque dire. En revanche, c'est parce qu'il y a dans la chair, et c'est ça qui est important pour Yogtsunt et pour comprendre, il y a une connexion entre l'universel et le singulier. C'est-à-dire que la chair, c'est quelque chose qui est transversal un petit peu à tous les hommes. Tous les hommes ont une chair, mais en même temps, vous ne pouvez. C'est une expérience, la chair, et c'est une expérience que vous êtes le seul à pouvoir faire. Exactement comme le cogito cartésien. Le cogito cartésien, c'est quelque chose qui est universel, qui va servir de fondement à la science, dans ce cas-là de plus universel, mais en même temps, c'est quelque chose dont vous devez faire, chacun de vous doit faire l'expérience. La seule manière de prendre conscience, il n'y a que vous qui pouvez prendre conscience que vous avez une conscience. Cogito. Voilà. Comment il appelle ça? Flash? C'est le seul. Non, il n'y a pas de nom. Moi, je dis que c'est la même chose pour la chair, c'est-à-dire que dans la chair, il y a le fait qu'il n'y a que vous qui pouvez expérimenter, vous êtes relié à une expérience singulière, charnelle. On verra qu'elle est plus ou moins liée à la possibilité d'une autre chair. Que vous traduisez par chair. Ah, Leib. Ah, pardon, le terme allemand. Le terme allemand, c'est Leib. Et corps propre, alors, Leibkörper. Il fait une différence entre Leibkörper, c'est pas pareil. Oui, justement, c'est ça, c'est tous les problèmes. Alors, c'est un peu un artifice rhétorique. Leibkörper, c'est le corps chair. Alors, le corps propre, c'est le corps chair. Mais on va voir que le corps, il est éliminé, mais la chair est toujours là, en fait. La chair comme sensibilité est toujours là. Voilà. Et justement, cette espèce de primat de la chair sur le corps et sur le corps-chair explique l'hypersensibilité en fait de Yogtsunt. C'est-à-dire que Yogtsunt, il est tout entier dans les sensations qu'il éprouve, en fait. Voilà. C'est une sensibilité un petit peu décorporéisée. C'est une chair sans corps. Voilà, il faut imaginer quelque chose comme une espèce de sensibilité extrême, une hypersensibilité qui n'est que sensibilité. Yogtsunt donne parfois l'impression, quand on lit les interprétations, que finalement, il est entièrement par exemple, dans la souffrance, parce que malheureusement, c'est souvent de la souffrance. Il est entièrement dans la souffrance qu'il éprouve. Ça passe plus par le corps. C'est une espèce de sensibilité à vif, on pourrait presque dire. La moindre chose lui fait mal, même ce qui devrait lui procurer théoriquement du plaisir, lui fait mal. Il ressent n'importe quel type de contact, comme une brûlure, comme une écorchure, comme quelque chose de... voilà. Et donc, Binswanger note que cette hypersensibilité est tout à fait caractéristique de Yogtsunt, qui passe, je cite, tout entier dans la sensation qu'il éprouve, ce qui a pour conséquence qu'il ne suppose plus. Alors, c'est ça qui va, alors, pour le coup, le couper de l'autre. Il n'est plus capable d'imaginer une autre sensibilité que la sienne, c'est-à-dire une sensibilité de l'autre. Donc, il devient de plus en plus froid, de plus en plus, c'est pas une espèce de type schizophrénique en fait. Hein. Il n'est plus capable de comprendre que les autres aussi peuvent avoir une sensibilité. Il n'y a que lui qui a une espèce de sensibilité extrême.
voilà, il a une sensibilité vraiment très développée. Alors, pourquoi est-ce que j'en viens au problème de la destruction, l'érosion de l'ego? Parce que dans la notion de corps propre, que nous n'avons pas encore complètement éliminée, il y a cette idée que le corps m'appartient, que le corps, tout ce que je ressens est mien. Or, précisément, comment, il y a plusieurs questions qui se posent ici, comment un ego pur, un ego transcendantal, s'il existe, parce que c'est même pas sûr qu'il existe, pourrait-il s'approprier une matière? Comment, vous savez que l'ego, la conscience de soi, il y a deux consciences de soi, il y a deux moi possibles en philosophie, il y a le moi transcendantal et le moi empirique. Le moi empirique, c'est le moi c'est notre moi en tant qu'il est constitué par les différentes couches de vécu. Donc tout l'ensemble des souvenirs que nous avons, nous sommes tous individués les uns par rapport aux autres à partir de nos expériences antérieures, et ces expériences antérieures finissent par constituer un moi évidemment spécifique. Et à côté, il y a le moi transcendantal. Le moi transcendantal, c'est un moi qui n'a pas de connexion, a priori en tout cas, avec l'expérience. C'est au contraire lui qui donne l'unité à l'ensemble formé par les couches de vécu qui se sédimentent dans le moi empirique. Le moi transcendantal, c'est le fameux je pense qu'ancien, c'est voilà. Alors bien sûr, il y a une connexion entre les deux quand même, mais difficile d'ailleurs, difficile à analyser. Mais ce sont quand même deux choses différentes. Et le corps propre, si vous voulez, c'est un petit peu ça le problème du corps propre. Le problème du corps propre, c'est de relier un corps qui a vécu des expériences avec un moi transcendantal qui est pur, qui n'a aucun contenu empirique. Alors, problème extrêmement compliqué dans lequel je ne vais pas entrer, le problème de l'appropriation du corps par le moi. Husserl pense résoudre le problème en parlant d'une archifacticité de l'ego transcendantal, c'est-à-dire que pour lui, l'ego transcendantal est quand même quelque chose qui se forme, mais c'est bien difficile de penser que quelque chose de pur puisse se former à partir de l'expérience, mais enfin bon, à partir d'une facticité, d'une empiricité extrêmement basique, qui a lieu au niveau de ce que Husserl appelle la prédonation, c'est-à-dire avant que votre moi se forme et ne s'auto-constitue, il y a, vous savez qu'il y a deux étapes dans la constitution de la conscience. Selon Husserl, il y a la fameuse prédonation et il y a la donation. Les choses se donnent, mais avant, il y a un moment ce qu'on appelle les synthèses passives. Il y a un moment qui précède la constitution du moi et dont peut-être le moi est issu. Bon, ce problème d'appropriation est compliqué. Arlette Joly, qui a travaillé un petit peu sur la question, parle d'une expérience transcendantale. Elle dit que tout ce que nous ressentons au tout début de notre vie, alors ça pourrait avoir à voir avec les premiers moments de la vie, hein, il y a effectivement à ce moment-là des vécus extrêmement primitifs, qui peuvent effectivement aider à la constitution du moi. C'est la thèse de Freud, en tout cas, hein, puisque Freud pense que le moi a une genèse. Le moi a une genèse un petit peu bizarre, d'ailleurs, parce que c'est à partir de la haine. C'est la haine, en fait, qui, selon Freud, permet de générer le moi. Je commence par Oui, je commence par Oui, d'accord. Parce qu'il y a une otite, alors je ne sais pas, j'arrive pas à mesurer clairement. Oui, je disais que chez Freud, le moi est généré par la haine. Il a même cette phrase très bizarre, la haine est plus ancienne que l'amour. La haine est plus ancienne que l'amour parce que c'est par la haine que je me sépare des autres et que je me constitue comme moi. Bon, ce n'est pas du Freud que nous faisons, c'est du Husserl. Voilà. Je cite Merleau-Ponty, avec Husserl, le champ transcendantal, encore une fois, c'est hors de l'expérience, hein, a cessé d'être seulement celui de nos pensées pour devenir celui de l'expérience entière. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour Yurt-Sunt, toutes ces
arguties, pour autant qu'il y ait eu accès, hein, toutes ces arguties sur l'archifacticité de l'ego, ça ne compte pas. Pour Yurtsunt, le problème, c'est de sortir du moi. Encore une fois, le moi est une prison, nous sommes captifs de ce cogito. C'est bien d'avoir trouvé le cogito au fond du tamis, c'est le seul truc qui reste, c'est le seul truc qu'on ne puisse pas mettre en doute, le cogito, hein, je doute, je pense que je doute. Le problème, c'est d'en sortir. Et on ne peut pas en sortir. Si vous lisez la cinquième méditation cartésienne de Husserl, vous verrez les efforts désespérés que fait Husserl pour essayer de retrouver l'autre, le monde. En fait, il n'y arrive pas. Donc, ça a été retraité par Nathalie Deprat, ça a été traité par Didier Franck. Il y a eu la fameuse querelle entre Foucault et Derrida sur la folie du cogito. Derrida pense que le cogito de Descartes, qui nous sépare complètement du corps et définitivement du corps, est un truc de fou. Et qu'en fait Descartes est fou. Donc alors Foucault, évidemment, qui pense exactement le contraire, pense que lui, au contraire, le fondement de la science et de la raison, c'est le cogito. Alors c'est sûr que pour trouver un terrain d'entente, c'est pas simple. Bon, mais en tout cas, qu'est-ce que va faire enfin, on a parfois l'impression que Yurtsunt va jouer folie contre folie. C'est-à-dire qu'il va essayer un petit peu de finalement se débarrasser de la folie du solipsisme en se débarrassant de l'ego. Il se débarrasse de la notion de moi. Finalement, cette notion de moi est très encombrante. Ça veut dire quoi, moi? Et c'est une notion qui n'a pas tellement, finalement, de consistance. Je ne sais pas trop comment procéder parce que j'ai tellement de trucs à vous dire que voilà. Bon, ce que je pourrais faire, c'est sauter directement à l'érosion de l'ego. Vous voyez, j'enlève pas mal de feuilles en vous disant que comment on va procéder, comment est-ce que Binswanger identifie chez Yurtsunt cette volonté d'éroder, de supprimer l'ego à partir justement des interprétations du test de Rorschach. Alors, je n'ai pas très bien compris en fait comment Kuhn et Binswanger procèdent pour interpréter le Rorschach, parce qu'on a l'impression que donc vous connaissez le test de Rorschach, ce sont des planches avec des formes et des couleurs, et le patient doit dire qu'est-ce que ça évoque pour lui. Il doit interpréter, etc. Mais en fait, la plupart du temps, quand Yurtsunt dit tel dessin, telle forme évoque pour moi, je sais pas, les oreilles d'un éléphant, etc. Tant aussi bien Kuhn que Binswanger pensent qu'il parle de lui-même. Alors il dit là je vois un abcès et un nez d'ivrogne, une espèce de tache rouge, voilà, avec quelques points, voilà. Là je vois une chevelure de pomme ayant longtemps séjourné dans une cave. Là, je vois de grandes oreilles de kangourou, quelque chose de grotesque. Là, je vois des bourses pendantes qui annoncent tôt ou tard une castration. Là, je vois une femme qui s'habille mal. Là, il est, on ne sait pas de qui il parle, pincé, renversé à vélo, gêné, survivant, blessé et méfiant. Et puis, il y a des évolutions dans le discours. Il y a une planche où il commence par voir un jardin de roses, puis un cabanon de jardin ouvrier, et puis finalement un paquet de semences dans une droguerie. Et tout ça, d'après Binswanger, en fait, il parle de lui. Donc, il parle de lui, ça veut dire qu'il se dévalorise d'une manière vraiment, vraiment radicale. Il se dépossède de lui-même. Ceci semble effectivement caractéristique du Dasein nommé Yurtsunt, comme dit Binswanger. Binswanger parle rarement de Yurtsunt, enfin il dit le Dasein dont Yurtsunt est le nom. Il ne peut pas non plus stigmatiser, très fin, hein, Binswanger, il ne cherche pas, il ne va pas commencer à stigmatiser le patient. Hein, donc il dit le Dasein dont Binswanger est le nom, ou le Dasein nommé Yurtsunt. Beaucoup de sensibilité dans cette approche. Voilà.
Alors, on retrouve ça dans à peu près tous les cas du recueil schizophrénie. Voilà, on a quand même traduit plusieurs. Et chez, par exemple, Hélène West, vous avez cette espèce d'identification à. On ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais les problèmes de la hulle, la matière première, c'est l'excrément, en fait, dans une espèce de truc un peu bizarre. Voilà. Alors, ce que je voulais quand même vous dire. Mais alors là, je suis en train carrément de me perdre. Alors, après, il y a le problème. Alors, donc, progressivement, je vais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Progressivement, il va y avoir un divorce, une séparation entre le Leib et le Körper. Donc, la notion de corps propre, c'est ça qui, en fait, c'est peut-être schizogène d'ailleurs, c'est ça qui va provoquer finalement la schizophrénie, c'est que nous allons assister progressivement à une déconnexion de la chair, de la sensibilité de la chair, qui va rester presque jusqu'au bout présente, et du corps, et du Körper, qui lui, encore une fois, est quand même barré. Alors, c'est pour ça que ce que je voudrais faire comprendre, c'est que pour rétablir un lien entre le Leib et le Körper, il n'y a, parce qu'en fait, dans la doctrine, depuis Kant, l'espace a basculé du côté du Leib, du côté de l'âme, on va dire, ou du côté de la chair, mais la chair dans ce cas-là de plus spirituel. La seule manière de rétablir le contact entre le Leib et le Körper, c'est de faire rebasculer l'espace du côté des corps, du côté de ce qui peut être vu. D'où le titre que donné à la communication, faire voir l'espace, voir et faire voir l'espace. C'est qu'en fait, il faut absolument mettre un terme à cette idée que l'espace est quelque chose de spirituel, quelque chose de presque divin, pour ne pas dire que c'est Dieu, parce que si on analyse bien les choses, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Du coup, cette espèce de spiritualisation de l'espace aboutit à séparer le Leib, qui est quand même la formation la plus spirituelle, la forme la plus spirituelle dans le sujet, et le Körper. Donc, il faut réussir à désidéaliser l'espace et réincorporer l'espace, si j'ose dire, dans les choses. Voilà, qui est un peu une démarche cartésienne. Alors, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Pas beaucoup. 3 minutes. 3 minutes, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, il ne me reste guère que de toute façon une 25 pages, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Il faut conclure. Peut-être que j'ai passé directement à la conclusion, mais ça n'a pas tellement de sens. Alors, je vais vous donner les titres, en fait, de l'exposé. C'est pas grave. Alors, il va falloir, donc, dans un premier temps, comment dire, ça va être trop court, ça, je ne vais pas y arriver. Si vous voulez, comment va procéder Yurtsunt? Il va détemporaliser l'espace. Il va détemporaliser l'espace. Chez Heidegger, l'espace, en tout cas dans Sein und Zeit, dans Être étant, l'espace est une production, on va dire, du souci. Donc, c'est quelque chose qui est du domaine du temps. Il y a notamment le fameux paragraphe 70 de Sein und Zeit, où donc Heidegger essaye de temporaliser l'espace. Mais, outre que Heidegger va reconnaître beaucoup plus tard, en 1962, 35 ans plus tard, dans un texte qui s'appelle Temps et Être, il va reconnaître qu'il s'est trompé, ce qui est rare chez Heidegger, et qu'en fait, on ne peut pas temporaliser l'espace et on ne peut pas faire de l'espace une conséquence du temps. Donc, l'espace, c'est un truc qui fonctionne à part, qui du coup met complètement en cause sa propre théorie du sens de l'être.
Voilà. Donc, Yurtsun, lui, va s'enfermer dans un présent. Il va supprimer le temps. En fait, il vit dans l'instant présent. Mais donc, il vit dans l'instant présent et comme dans l'instant présent, on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne sait jamais ce qui va survenir. Il y a des très belles pages sur l'urgence, etc. Yurtsun va progressivement sombrer dans une espèce d'angoisse permanente au sujet de ce qui va surgir. Donc, il est dans une espèce d'angoisse permanente par rapport à ce qui va surgir. Et en fait, ça produit une redéfinition de l'espace. Bon. Alors, écoutez, le plus simple, c'est que je vous lise effectivement la dernière partie, la conclusion. Mais je vais publier ce texte parce que j'ai tout ce qui est intéressant. Voilà, la conclusion, c'est que finalement, qu'est-ce qui reste au fond du creuset? Une fois qu'on a tout enlevé, il reste des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que des choses? Qu'est-ce que c'est que des choses? Donc, en fait, il le dit à un moment donné, plusieurs fois, je ne suis qu'une chose parmi les choses. Hein. Yurtsun, c'est une chose parmi les choses. C'est une chose parmi les choses. Il n'y a plus vraiment de référent. Une chose, c'est un corps qui a réintégré l'espace. Une chose, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui n'a pas de définition, qui flotte, mais qui n'est même pas vraiment dans l'espace, qui n'a pas vraiment de dimension, qui n'a pas vraiment de sensibilité, puisque la sensibilité va être éliminée à son tour. Et c'est ce que Husserl appelle, dans Idéen 2, un fantôme. Un fantôme. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme, c'est par exemple un son qui est émis. J'ai oublié de vous dire que c'était un pianiste aussi, que c'était un pianiste émérite. C'est un très grand pianiste, en fait, mais qui progressivement va s'enfermer dans un répertoire et finalement, il ne va plus jouer que des toutes petites sonates, des trucs. Il va s'étioler, quoi, vraiment progressivement, alors qu'il donnait des concerts quand il était jeune, etc. Donc, il va y avoir vraiment un ratatinement, une espèce de rétrécissement constant. Il est très attentif aux sons qui seront un peu le dernier contact qu'il aura avec la réalité, avec le monde extérieur. Et justement, Husserl dit que ces sons qui restent en suspens une fois qu'ils ont été émis, sous la forme d'un écho, c'est ça, un fantôme. Un fantôme, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de consistance ontologique, mais qui est quand même toujours là. Mais le fantôme de Yurtsun, c'est pas, si vous voulez, un fantôme normal, c'est en fait un esprit qui a encore quelques liens avec la matière. C'est-à-dire que, par exemple, les fantômes auxquels croit Socrate dans le Phédon, Socrate explique que quand l'âme humaine quitte le corps, elle a beaucoup aimé le corps et donc elle veut retourner dans le corps. Et donc, il y a autour des cimetières, dit-il, et seulement là, des phénomènes de hantise. Bon. Les fantômes de Yurtsun, ce sont des fantômes inverses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que de la matière, il n'y a plus que des choses, tout est fiction, la sensibilité est fiction, la chair est fiction, l'espace est fiction. Donc on peut virer tout ça, on peut supprimer tout ça, ce sont des leurres. Ce qui reste, ce sont des choses, mais il y a des lambeaux, d'esprit, il y a des lambeaux de conscience qui restent accrochés, exactement comme à l'inverse chez un fantôme, je dirais, voilà, qui restent accrochés et du coup, ces choses errent et traînent dans le monde. Évidemment, le monde donc de Yurtsun est un monde peuplé de choses fantomatiques. Voilà, j'avais prévu de parler un peu du père, parce qu'il y a Hamlet aussi, évidemment, ou le fils, je ne sais pas. J'avais quand même prévu une petite phrase de conclusion qui est que finalement, avec Yurtsun, l'ontologie fondamentale le cède à l'anthologie fondamentale, puisque vous savez qu'actuellement, il y a
petit mouvement qui s'esquisse pour la réhabilitation de la hantise, depuis que Derrida a fait une conférence sur les fantômes. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci bien. Faute de mieux. Eh ben, on applaudit. Merci.